Nous abordons maintenant donc la troisième conique qui est la parabole pour laquelle l'excentricité est égale à 1. Et si vous vous rappelez, nous avons déjà établi dans R, donc f x majuscule, y majuscule, z majuscule, que l'équation de la parabole en coordonnées cartésiennes est donnée par cette expression-là. Donc je peux réécrire de cette façon-là. Et je mets donc et finalement je peux mettre y est égal à plus ou moins la racine de p fois p moins 2x à condition que l'argument donc de la racine carrée soit bien défini, ce qui implique que x doit appartenir à moins l'infini p sur 2. Donc le domaine de définition c'est moins l'infini p sur 2. Nous avons également, donc si on reprend l'équation polaire de la parabole et en mettant E est égal à 1, on a ρ est égal à P sur 1 plus cosinus phi, et on voit bien que ρ min que l'on obtient pour phi est égal à 0 est égal à P sur 2, donc phi est égal à 0, cosinus de 0, 1, donc ça fait 1 plus 1, 2, et donc ρ min est égal à P sur 2. De même, si on prend phi est égal à pi sur 2, cosinus de pi sur 2 c'est 0, et ça fait ρ est égal à P. Donc on voit bien que lorsque le point matériel est à la position pour laquelle phi est égal à pi sur 2, on fait ρ, le module de Fm pour cette position-là, il est égal à P. Alors on peut tracer ça graphiquement, donc je reprends le repère de travail, dans l'origine c'est le foyer, j'ai le sommet donc de la parabole, donc c'est le point, c'est ce point-là, de même. Alors quand phi est égal à 0, si le point matériel se trouve au sommet, donc la distance que j'ai ici, matériel se trouve le plus près donc de la masse M0. Alors, je rappelle encore une nouvelle fois que la masse M0 elle est toujours située au foyer de la conique. De même, donc pour phi est égal pi sur 2, ça veut dire lorsque le point matériel se trouve dans cette position-là, donc là on a phi pi sur 2 et par conséquent, donc on va voir que cette longueur-là est égale à P. Alors si on prend une position quelconque donc du point matériel à un instant t quelconque, il est repéré donc, par les coordonnées polaires ρ et phi. Donc ce mouvement ne présente pas un grand intérêt physique pour la simple raison que comme la parabole présente une branche infinie quand x tend vers moins l'infini, et par conséquent la position du point matériel quand elle se retrouve à des x tendant vers moins l'infini est très difficilement repérable à partir. Nous abordons la quatrième et dernière conique qui est l'hyperbole dont l'excentricité E est supérieure strictement à 1. Mais avant d'exprimer son équation en coordonnées cartésiennes, donc je reviens sur l'équation générale d'une conique en coordonnées cartésiennes lorsque E est différent de 1. Alors comme tout à l'heure, je pose A carré est égal à P carré sur A moins E carré au carré. Par contre pour le deuxième terme, étant donné que E est supérieur strictement à 1, donc 1 moins E carré il est négatif et par conséquent je prends B carré est égal à P carré sur E carré moins 1. Et l'équation donc de l'hyperbole en fonction des coordonnées cartésiennes dont l'origine c'est le son de la conique donnée par x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1 avec a est égal à p sur e carré moins 1. Donc faites attention, a et b sont toujours positifs, c'est pour ça que je prends ici e carré moins 1 et b est égal à p sur racine de e carré moins 1. Alors maintenant on va faire une étude rapide donc, de la fonction pour la représenter graphiquement et en réalité le point auquel il faudrait faire attention ce sont les branches asymptotiques parce que ce sont les directions asymptotiques qui donnent la direction dans laquelle se trouve le point matériel lorsqu'il est éloigné donc de l'origine. Ce qui revient dans un cas concret, si on lance un satellite sur une trajectoire donc hyperbolique, lorsque le satellite est très loin du point de lancement, donc ce qui nous permet de repérer la direction dans laquelle il se trouve, ce sont les directions asymptotiques. Alors je commence par réexprimer y donc, de cette façon-là, ça donne plus ou moins b racine de x carré sur a carré moins 1. Donc on a en fait 2, soit y est égal à plus b ceci, soit y est égal à moins b ceci. Alors on commence d'abord par la racine carrée n'est définie que si son argument est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que x carré est supérieur à a carré, donc ce qui implique que le module de x est supérieur ou égal à a. N'oubliez pas que a il est toujours positif. Et par conséquent, donc le domaine de définition, les valeurs de x pour lesquelles y est défini, c'est de moins l'infini jusqu'à moins a, union plus a jusqu'à plus l'infini. Alors pour ce qui est de la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de y, donc x carré ça tend toujours vers plus l'infini, la racine carrée donc ça tend vers plus l'infini et par conséquent donc y va tendre, quand elle est égale à plus b racine carrée il va tendre vers plus l'infini et quand elle est égale à moins b racine carrée il va tendre vers moins l'infini et donc on va voir ici plus ou moins l'infini. Pour ce qui est de la dérivée, donc si on calcule dy sur dx on trouve cette expression là
Et on voit bien que y' est égal à 0, ça implique que x est égal à 0. Or, x est égal à 0 ne fait pas partie du domaine de définition. Donc, y' ne s'annule jamais. Donc, on n'a pas de tangente horizontale. Par contre, lorsque x est égal à a, on voit bien que la dérivée, donc la fonction n'est pas dérivable dans ce point-là. Et la limite de y' lorsque x tend vers a, donc elle est égale à plus ou moins l'infini. La même chose, si y est égal à plus b, c'est plus l'infini. Si y est égal à moins b, c'est moins l'infini. Donc, et ici, donc sur le plan graphique, nous avons deux tangentes verticales. Alors maintenant, les branches asymptotiques, ce sont les plus importantes comme je disais tout à l'heure. Donc la méthode pour trouver les branches asymptotiques d'une fonction f de x, d'abord on calcule la limite de f de x sur x. Donc nous f de x dans ce cas-là c'est y. Et donc y sur x, donc je fais rentrer x à l'intérieur, ça fait x carré. Donc x carré avec x carré ça s'en va. Donc ça devient 1 sur a carré moins 1 sur x carré. Et si je fais tendre donc x vers plus ou moins l'infini, 1 sur x carré tend vers 0, et donc cette limite-là, donc ce terme-là s'annule, et il reste plus ou moins b, donc sur 1 sur racine de a carré, ça fait a, donc plus ou moins b sur a. Et par conséquent, donc la droite asymptote, son coefficient directeur, on aura deux droites, donc l'une, son coefficient directeur c'est plus b sur a, et l'autre, son coefficient directeur c'est moins b sur a. Et pour retrouver donc le terme constant de la droite, donc on fait y moins donc le coefficient directeur, ça me donne ça. Alors je vais multiplier par la racine carrée plus x sur a et diviser par la même quantité, et on retrouve cette expression là. Or la limite de cette expression là, la limite de ça quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à la limite donc de ça, et quand je fais tendre donc x vers plus l'infini, ce terme-là est envers 0, donc ça laisse 1. Ce terme-là est envers plus ou moins l'infini, et donc 1 sur plus ou moins l'infini, donc c'est 0. Et par conséquent, donc la droite ou les droites y est égal à plus ou moins b sur ax sont les branches asymptotiques donc, de notre hyperbole. Alors donc pour le tracé de l'hyperbole, nous avons deux choses à retenir de l'étude que nous venons de faire auparavant pour le faire. Nous avons deux tangentes verticales au point d'abscisse respectifs x est égal à moins a et x est égal à plus a. Et nous avons deux directions asymptotiques, donc d'équation plus ou moins b sur a fois x. Donc je trace les axes, c'est x et y. Je délimite le domaine de définition, c'est de moins l'infini jusqu'à moins a union plus a jusqu'à plus l'infini. Je trace les deux tangentes verticales, donc au point x est égal à plus a, x est égal à moins a. Je trace les deux directions asymptotiques. Et donc la première branche parabolique, et on note son foyer par f', et la deuxième branche parabolique, et son foyer, on le note par f. Et on voit bien que les deux branches paraboliques sont symétriques l'une de l'autre par rapport à l'axe y, étant donné que la fonction, donc à la base, elle est paire. Alors maintenant, pour ce qui est des sommets de l'hyperbole, nous en avons deux. Ils sont obtenus par l'intersection des deux branches d'hyperbole avec l'axe des abscisses. Le premier sommet S, donc c'est ce point-là. Je ne vais pas le noter pour alléger tout simplement la figure. Et le deuxième sommet S', c'est ce point-là. Donc le premier, c'est l'intersection avec cette branche d'hyperbole avec l'axe d'x. Et le deuxième, c'est l'intersection de cette branche d'hyperbole avec l'axe d'x. Je trace maintenant donc le repère que nous avons utilisé pour étudier le mouvement en coordonnées polaires. C'est le repère dont l'origine est l'un des foyers. Je vais supposer que le point matériel se déplace sur la branche hyperbolique donc de gauche, et par conséquent donc, je vais prendre l'origine est égale à f'. À l'instant t, je considère que la position du point matériel c'est m, donc je précise sa masse. Alors je rappelle que la force gravitationnelle qui s'exerce sur m, elle est engendrée par la masse m0 qui est située au foyer f', et la position donc de m est repérée par les coordonnées polaires ρ et φ. Alors maintenant, on va déterminer donc trois paramètres de l'hyperbole. Le premier, c'est la distance minimum d'approche ρmin. Le deuxième, c'est c, c'est la distance qui sépare le centre des foyers. Et la troisième, on va calculer tout simplement l'angle, le cosinus de l'angle que fait la direction asymptotique avec l'axe des abscisses. Donc je commence par ρmin. La position pour laquelle la distance qui sépare le point matériel avec la masse m0 est la plus petite, c'est lorsqu'il se trouve au sommet. Et donc, on peut écrire que c'est cette distance-là qui est égale au module de f'S'. J'ai f' ici et s' là. Et donc, de même, si je veux la calculer en utilisant l'équation polaire ρ est égal à 1 plus e cosinus phi. Donc, phi, pour cette position-là, elle est égale à 0, ce qui donne pour ρmin, donc p sur 1 plus e. Alors maintenant, pour ce qui est de C, c'est la distance donc, qui sépare le centre donc, du foyer. Elle est la même chose de l'autre côté puisque F
et f' sont symétriques l'un de l'autre par rapport au point C. Cette distance-là, c'est le module de f'C. Donc c'est le module de f'C. Alors le f'C, ce module-là, on peut l'écrire, c'est le module de f'S'. Donc je rappelle que ici c'est le sommet S'. Donc c'est le module de f'S' plus le module de S'C. Or, le module de f'S', c'est ce que nous avions calculé auparavant sur rho min, et le module de S'C est égal à cette distance. Et rappelez-vous que le sommet S', donc son abscisse, c'est moins A, et par conséquent, cette distance-là est égale à A. Et je peux écrire donc que C est égal à rho min plus A. Je remplace rho min par P sur 1 plus E, et A par P sur E carré moins 1. Je fais le même dénominateur, je multiplie ici par E moins 1, et je somme et ça me donne PE sur E carré moins 1. Alors maintenant, pour le troisième paramètre, c'est cosinus alpha, c'est le cosinus de l'angle que fait donc la direction asymptotique avec l'axe des abscisses. Je rappelle que l'angle ici, il est le même que celui-là, celui-là et celui-là. Et vous allez voir que l'expression que l'on va obtenir, elle est facile à retenir. Alors pour calculer cosinus alpha, je vais prendre le triangle qui est là, donc le triangle délimité par C, S, et la verticale donc qui passe par S. Alors cette distance là elle est égale à A, donc je veux cette distance là, il suffit de repérer l'image donnée par la droite donc de S. Alors je prends x est égal à A, je simplifie par A, donc ça me donne tout simplement B. Donc ce point là c'est l'image de S qui est donnée par la droite, donc l'équation B sur A fois x. Donc le triangle que je considère c'est celui-là. Ce côté-là, c'est A, ce côté-là, c'est B, et l'hypoténuse, donc c'est A carré plus B carré. Et cosinus alpha est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, et donc c'est A sur la racine carrée de A carré plus B carré. Je remplace A par P sur E carré moins 1, je remplace B par P sur racine carrée de E carré moins 1, ça me donne cela, et je fais le calcul, ça me donne 1 sur E. Et par conséquent, donc cosinus alpha est égal à 1 sur E. Alors, quel est l'intérêt de ça? Et pour alpha, l'analyse, on peut la faire soit ici, soit là. Alpha, ça nous donne donc l'angle qui repère la direction dans laquelle se trouverait le point matériel une fois qu'il est éloigné donc du centre. Et si par exemple, on veut que le point matériel soit dans une direction bien précise, alors il suffit de fixer le ρ0, β0 et v0, ce sont les conditions initiales. Il suffit de leur donner des valeurs de manière à ce que l'on ait la valeur de E dont l'inverse est égal à cosinus alpha. Si j'ai besoin par exemple de alpha est égal à 45 degrés, il faut que je choisisse ρ0, β0 et v0 de manière à ce que le E que j'obtienne, son inverse soit égal à cosinus de 45 degrés. Alors on fait un récapitulatif, donc nous avons d'une part C est égal à PE sur E carré moins 1, cosinus alpha est égal à 1 sur E, rho min est égal à P sur 1 plus E, A est égal à P sur E carré moins 1, B est égal à P sur racine de E carré moins 1. Alors revenons maintenant aux lois de Kepler. Je voudrais faire deux remarques avant de continuer. La première, c'est que les lois de Kepler, elles ont été publiées avant que Newton ne publie ses travaux sur les principes fondamentaux de la dynamique. Et Kepler, il les a déduites tout simplement à partir d'observations astronomiques. Et la deuxième remarque, c'est que les lois de Kepler, de part qu'ils ont été justement déduites à partir d'observations astronomiques, ne concernent que le mouvement des planètes donc autour des soleils, dans le système solaire. Et d'ailleurs, comme on va le voir par la suite, ces lois peuvent être généralisées à toutes les forces de champ newtonien. Alors la première loi, que l'on appelle également la loi des orbites. Donc ce qu'elle indique, c'est que les planètes du système solaire décrivent des orbites elliptiques dont l'un des foyers est occupé par le Soleil. Si je prends comme exemple la Terre, donc la Terre elle décrit donc une orbite elliptique dont l'un des foyers, donc je prends F pour l'exemple, est occupé par le Soleil. Alors qu'est-ce que ça veut dire cela? Donc si je trace le repère de travail que nous avons utilisé, ça veut dire que la force qui s'exerce entre la planète et le Soleil est forcément donc portée par l'axe qui passe par le centre de la Terre et le centre du Soleil. Ça implique tout simplement que la force elle est centrale. Et par conséquent, la première loi, ou la loi des orbites, ce qu'elle veut dire tout simplement, c'est la traction gravitationnelle est une force centrale. Alors pour ce qui est de la deuxième loi de Kepler, c'est la loi des airs qu'on a déjà démontré auparavant, mais on va l'énoncer quand même. Alors je considère donc le mouvement d'une planète autour du Soleil. Et les aires balayées par le vecteur SP, S étant le centre du Soleil et P étant le centre de la planète, pendant deux intervalles de temps égaux, ces aires sont égales. Alors je vais illustrer ça par une animation.
Alors nous avons l'orbite de la planète autour du Soleil. Alors si pendant un intervalle de temps delta t, la planète se déplace, donc le vecteur SP il balaye cette surface-là. Si je prends une autre position, je prends pour l'exemple ici, donc l'autre sommet de l'ellipse, et pendant le même intervalle de temps, donc le vecteur SP il va balayer une aire, et donc les deux aires ils vont être tout simplement égales. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? On peut déduire que, étant donné que la planète elle parcourt une distance plus grande ici par rapport à là pendant le même intervalle de temps, donc on peut dire que la vitesse ici elle est plus grande que là. Et on peut déduire qu'au fur et à mesure que la planète s'éloigne donc du Soleil, donc sa vitesse diminue, et lorsqu'il se rapproche du Soleil, sa vitesse augmente. La vitesse maximale est atteinte lorsque la position de la planète coïncide avec la périhélie. Par contre, elle est minimale lorsqu'elle coïncide avec la phéhélie. La démonstration en fait elle est simple. Nous avons établi déjà que delta S est proportionnel à delta t. La surface balayée pendant un intervalle de temps delta t sont proportionnelles. Si je prends le rapport entre delta S1 et delta S2, delta S1 elle est balayée pendant delta t1, delta S2 balayée pendant delta t2, le rapport entre les deux surfaces balayées est égal au rapport des deux intervalles de temps. Si delta t1 est égal à delta t2, ça implique que delta S1 est égal à delta S2, et c'est ce que nous avons ici. Delta t1 est égal à delta t2, delta S1 est égal à delta S2. Nous arrivons maintenant à la troisième loi de Kepler, appelée également la loi des périodes. Alors je reprends donc le référentiel pour lequel l'origine c'est le centre de l'ellipse. Donc le Soleil il occupe l'un des foyers de l'ellipse, et je suppose, et je prends et je considère donc une planète qui fait une révolution autour du Soleil. Et par conséquent, donc le vecteur SP, au cours de la révolution, donc elle a balayé l'aire de l'ellipse, et l'intervalle de temps qui était nécessaire pour la planète pour faire une révolution, donc c'est la période sidérale. Donc en utilisant la loi des aires, sachant que l'aire d'une ellipse c'est pi fois a fois b, delta S est égal à c sur 2 delta t, ça c'est la loi des aires, je remplace delta S par pi à b, delta t donc par la période sidérale, et ça me donne donc cette expression. Alors maintenant je mets t est égal, je mets tout de l'autre côté et j'élève au carré, ça me donne t carré est égal donc 4 pi carré a carré b carré sur c carré. Le paramètre donc de la conique P est égal à c carré sur gm0. Donc c carré est égal à P fois gm0. Et P, dans le cas de l'ellipse, si vous faites le rapport entre b carré sur a, vous allez trouver qu'il est égal à P. Et par conséquent, je remplace P par b carré sur a, ça donne c carré est égal à gm0 fois b carré sur a. Je remplace c carré par cette expression et ça me donne le carré de la période sidérale est égal à 4 pi carré sur gm0 fois a au cube. Pi, une constante, g, une constante, m0. On suppose là qu'on est en train d'étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc toutes les ellipses il gravite autour du Soleil, et donc le terme de masse ici que nous avons c'est la masse du Soleil. Par conséquent on peut considérer que ce terme là est constant, et donc on peut dire que tout simplement le carré de la période sidérale elle est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'ellipse. Cette relation là donc qui est reprise par la troisième loi donc de Kepler, donc qui dit que le carré de la période sidérale d'une planète est directement proportionnel au cube du demi-grand axe de l'ellipse. Ça veut dire que t carré est égal à une constante fois a au cube, et où k est une constante. Alors la remarque tout simplement, comme je viens d'expliquer ici, c'est que si on considère donc le mouvement des planètes autour du Soleil, en fait le k, la constante k est égale à 4 pi carré g. Alors le m0 ici je le remplace par la masse du Soleil, et donc la loi de Kepler dit que t carré est égal à 4 pi carré sur gms fois a au cube.